Pour les millions de touristes qui visitent Paris, il y a bien sûr la balade sur la Seine, les musées, les monuments, les jardins et un parc zoologique, celui de Vincennes. Il a réouvert ses portes après 2 années de travaux, 1000 animaux, 180 espèces différentes et un tout nouveau mot d'ordre, le bien-être animal. Les parcs français attirent toujours autant de visiteurs, 20 millions par an, mais ils n'ont plus grand-chose à voir avec les parcs d'antan. Éducation, sensibilisation à la biodiversité et même sauvegarde des espèces menacées sont leurs nouveaux objectifs. Mais ces zoos du XXIe siècle tiennent-ils toujours leurs promesses? Regardez notre reportage de Laurent Di. 8 heures du matin, le zoo n'est pas encore ouvert au public. Pourtant, l'équipe vétérinaire est sur les dents. Dans quelques instants, l'un des pensionnaires de ce parc allemand va commencer un grand voyage. Vous pouvez venir jusqu'ici? Les soigneurs installent un corridor entre l'étable et la remorque. Timidement, le bébé girafe apparaît. Elle s'appelle Kitoya, un spécimen rare. En Afrique, son espèce ne compte pas plus de 700 membres. Kitoya, 18 mois, est née ici. Ce matin, elle quitte sa famille pour la France. Une nouvelle vie, à condition qu'elle monte dans le camion. Je lui ai donné un léger sédatif pour qu'elle se calme. Elle est très nerveuse. Au bout de 10 minutes, la jeune girafe se décide à embarquer. Les zoos ne capturent presque plus d'animaux dans la nature. Ils n'en ont plus le droit. Alors, ils se les échangent. Kitoya est entre de bonnes mains. Zdenek, le chauffeur, a déjà transféré 420 girafes dans toute l'Europe. Les 5 heures de route ne lui font pas peur. Vous pouvez surveiller la girafe en conduisant? Oui, par là. Vous voyez là, elle est très calme. Vous êtes sûr de passer sous tous les ponts que vous allez croiser? Oui, on ne dépasse pas les 3,80 m. C'est bon, ça passe. On peut prendre l'autoroute. Des zoos qui ne piochent plus dans la nature pour remplir leurs enclos et qui gèrent leurs effectifs. Des zoos qui se disent à l'écoute du bien-être animal et qui s'ouvrent aux chercheurs pour mieux protéger leurs espèces. Grâce à ce discours, ils séduisent chaque année en France 20 millions de visiteurs. Mais sont-ils réellement passés de l'ombre à la lumière? S'agit-il d'une réalité ou d'une communication bien huilée? Nous avons cherché à comprendre le petit monde de la girafe Kitoya. Suivez-nous côté coulisses dans la visite des zoos du XXIe siècle. Bonjour. Le zoo, c'est la sortie familiale par excellence. Thierry et Estelle n'auraient pas imaginé y aller sans leurs enfants. À Douai-la-Fontaine, près d'Angers, il faut compter 65 € les 5 entrées. Et encore, le petit dernier ne paye pas. On vient ici d'abord pour découvrir ces animaux exotiques, grandeur nature. Regarde-moi les grandes. En France, il y a près de 300 zoos. En moyenne, chaque parc français héberge une centaine d'espèces. On a vu les tortues géantes qui sont là, tu vois. Alors les lions. Ah, c'est pour bientôt alors, les lions. Si c'est en liberté, il y en a qui me surprennent comme le lion. Et tu sais pourquoi ça te surprendrait, ça? Parce que je sais qu'il aime la viande. Il pourrait te manger presque. Mais pourquoi va-t-on encore au zoo? Eh bien pour ce genre de réaction. Là-bas! Ils sont là-bas! Tu les vois? Là-bas! Là-bas! Ah oui, dis donc. Elle est superbe, c'est une lionne, là. Pour un enfant de 2 ans, l'illusion de liberté est frappante. Tu as peur? Tu as peur de quoi? Du lion. Un lion reste un lion, même dans un enclos, même derrière des vitres. Les zoos, ils étaient comme ça dans votre souvenir? Je pense qu'à l'époque, on voyait surtout des animaux en cage. Que là, on voit très peu ou pratiquement pas de barreaux, de barrières ou quoi que ce soit. Ce qui est la réussite, en fait. Plus de végétation aussi. Du coup, on les voit moins, il faut les chercher. C'est aussi l'attrait, oui. L'attrait? Oui, je trouve, oui. Pas de facilité. C'est pas comme à la télé ou sur ordinateur qu'on trouve facilement ce qu'on cherche. Là, on est dans un cadre plus naturel, on va dire. Dans le zoo du XXIe siècle, les animaux sont présentés dans la nature.
le parc animalier serait-il devenu écolo? Douai-la-Fontaine le revendique. Moins d'animaux, plus d'espace, des espèces rares mieux soignées, le credo vert des zoos modernes. Mais cela s'est fait par étapes. À Douai-la-Fontaine, non loin de Saumur, nous avons découvert le zoo des minières. D'abord, il y a eu Louis Gay, que l'on voit ici avec l'un des premiers animaux qu'il a recueillis, un chimpanzé. En 1961, Louis rachète ce terrain pour y installer une ménagerie. Sur ces images tournées par la télévision il y a 50 ans, on peut comprendre l'atmosphère des zoos de l'époque. Ce ménage de lions, exilé loin des immenses royaumes africains, en ressent sans doute une certaine nostalgie. Des barreaux, des cages minuscules et des animaux qui tournent en rond. On est loin des standards d'aujourd'hui. Qu'importe, à l'époque chaque animal est exotique. À vous, ours malicieux et gourmands, comme à vous tous, chers pensionnaires de Douai-la-Fontaine, merci. Car qui vous connaît bien se connaît sûrement mieux soi-même. Louis Gay, le voici. 86 ans aujourd'hui. C'est son fils Pierre qui lance la deuxième étape dans les années 70. Les cages s'agrandissent. La verdure s'invite au milieu des animaux. Pierre modernise le domaine, parfois contre l'avis de son père. On était moins d'accord quand il y avait trop de végétation dans les enclos, parce que ça, c'était une grande discussion, n'est-ce pas? Vous trouviez qu'il en mettait trop? Oui. À l'époque, oui, c'était un peu difficile. Mais l'époque n'était pas prête pour ça, je pense. Les visiteurs non plus. Aujourd'hui, les visiteurs nous félicitent parce que les animaux peuvent se cacher. Alors qu'il y a 30 ans, les gens le voyaient difficilement. La troisième génération va encore plus loin que les précédentes. François Gay, le petit-fils, dirige désormais le zoo. Enfin, il ne faut plus dire zoo, mais bioparc. L'idée de François, mélanger les espèces pour qu'elles puissent vivre ensemble, comme dans la nature. Sa dernière fierté, le sanctuaire des okapis. Ici, qu'on apprécie mieux l'endroit? Oui, c'est ma vue préférée. Oui, oui. Le belvédère qui domine le sanctuaire des okapis. Sur 4000 m², on a donc couvert avec cette charpente métallique, donc un filet qui couvre l'ensemble de cette carrière. Allez, on y va, Zizi. On continue, on avance, on avance, on avance. Voici le fameux okapi autour duquel François a bâti un petit écosystème. L'expérience est une première mondiale. À Douai, l'okapi est présenté au milieu de 22 espèces d'oiseaux. Tu vas voir tes nouveaux compagnons? Bon, bah allez, c'est parti. Comme ces cigognes africaines que François relâche aujourd'hui. Il y en a un qui a fait le tour et l'autre est en bas. Il y en a un qui reste là en bas derrière. Ces modifications, elles sont d'abord conçues pour les animaux, pour améliorer le bien-être en captivité. Et lorsque ça marche, évidemment, cela procure de l'émotion, évidemment aux équipes qui travaillent jour le jour avec ces animaux, mais aux visiteurs que nous recevons. Ces évolutions ont assuré le succès du parc. 160 000 visiteurs par an dans les années 80, 230 000 aujourd'hui. Pierre Gay défend bec et ongles l'affaire familiale. On a un espace grand, on a des oiseaux qui volent, mais ça reste une cage. Alors ça reste évidemment un endroit clos puisqu'on n'a pas le droit de toute façon à polluer notre nature française avec des animaux qui viennent d'Afrique. Et puis il faut pouvoir bien sûr les surveiller, on n'a pas le droit de les laisser en liberté. C'est dangereux pour eux, je pense. Vous savez que là où on Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont dans une cage pour leur bien-être? Oui, je pense, oui. Oui, si on veut les garder en bonne santé, il faut les garder dans cet endroit clos, bien sûr. C'est une façon de répondre aux critiques sur la captivité. Il faut dire que depuis plusieurs années, les associations de défense des animaux ont les zoos en ligne de mire. Frank Schreifstetter est président de l'association Code Animal, l'une des plus en pointe contre les zoos. Il a reçu de nombreux signalements à propos d'un établissement d'Île-de-France. Il est en route pour une visite surprise. On va faire un contrôle pour voir, on avait déjà été il y a quelques années dans ce zoo, on va refaire un contrôle pour voir si la situation a évolué. Nous l'accompagnons avec une caméra discrète. Premier arrêt, devant la volière des rapaces.
qui est intéressant sur ce panneau, c'est ce qui est écrit notamment, qui est totalement en décalage par rapport aux conditions de vie de l'animal. C'est que l'animal erre très haut dans le ciel des Andes et qu'il a des ailes de 3 mètres pour planer. Là, effectivement, avec au maximum 6 mètres, il est loin d'être très haut dans les airs et ensuite totalement une impossibilité de planer dans cette cage. En plus, il n'y a même pas de perchoir de l'un à l'autre. Donc, je veux dire qu'il reste, il est condamné quelque part à rester cloué sur ses branches ou au sol. Et pour les singes, ce n'est pas mieux. Les cages sont minuscules et pas du tout adaptées. C'est du béton, alors le problème du béton, c'est toujours ils peuvent pas gratter, ils peuvent pas découvrir, ils peuvent pas, ils peuvent rien faire en fait. C'est vraiment on peut utiliser le mot de prison dans ce genre de cadre. Des conditions déplorables que l'association avait déjà constatées il y a 3 ans. Ça c'est quoi ça? C'est une photo qui avait été prise pour le rapport qu'on a fait en 2011 sur les zoos en France. Donc on revient 3 ans plus tard et on voit effectivement qu'on retrouve... donc là il y avait 3 individus, là il y en a plus que 2. On retrouve exactement le même pneu, on retrouve la même nacelle, qui est un petit peu vieillie quoi. Et surtout un manque de hauteur par rapport à des animaux qui vivent dans les arbres, un manque de substrat sur le sol. C'est la même cage en plus vieille. C'est la même cage en plus vieille. En 2011, des observateurs avaient visité au hasard 25 des 300 parcs français. Leur rapport avait dénoncé de nombreux manquements, et pas seulement dans ce zoo. Tourner comme un lion en cage, l'expression vous dit quelque chose? Eh bien, remplacez le lion par un tigre, et vous avez la manifestation de souffrance animale la plus courante dans un zoo. Donc là, on trouve un comportement typique des animaux en captivité. C'est ce qu'on appelle des troubles du comportement de style stéréotypique, c'est-à-dire la répétition permanente d'un même mouvement. Les tournerons, il fait toujours l'aller. D'ailleurs, on voit le sol et on voit les passages, à quel point le sol est usé au niveau des bords de la cage. Moi, ce qui me choque tout le temps aussi, c'est le fait qu'on puisse aller finalement payer pour aller voir ce genre d'animaux dans des enclos, c'est-à-dire que l'animal est transformé en produit de consommation. C'est-à-dire qu'on a payé pour, comme on paierait une place de cinéma ou de théâtre, on a payé là pour aller consommer de l'animal. En principe, c'est l'Office national de la faune sauvage qui contrôle les zoos. Mais selon Franck, les fonctionnaires ne s'intéressent pas assez au bien-être des animaux captifs. Cet établissement a bien entrepris des travaux après des mises en demeure de l'administration, comme la construction de ces clôtures neuves. Mais elles sont d'abord là pour la sécurité du public, pas pour le confort des animaux. À la fin de la visite, Franck décide de se présenter à la direction. Nous filmons en caméra cachée. La gérante explique qu'elle a repris l'activité il y a 4 ans seulement, que des travaux sont prévus. J'ai des plans, j'ai des plans de la singerie, j'ai des plans de la fauverie sont faits. Donc voilà, donc, ça va être fait, mais il faut le temps de laisser le temps aux gens de faire. C'est sûr qu'en attendant, ils sont peut-être pas dans l'immense qu'il faudrait, mais c'est envisager la fauverie et la singerie. Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre Franck. Son association a décidé de porter plainte contre le zoo pour maltraitance animale. Il veut obtenir la fermeture du parc. Il y a pourtant des solutions pour réduire la souffrance des animaux en captivité. Non, ils sont là, tu vois, ils sont juste à côté. C'est ce que va découvrir Julien aujourd'hui, au bioparc de Douai-la-Fontaine. Le jeune homme est en lycée agricole et aimerait bien travailler dans un zoo plus tard. Pour son anniversaire, sa mère lui a offert un mini-stage, une immersion de quelques heures, pour 50 €. Et tu peux mettre cette charmante veste. Tu fais partie du personnel là pour cet après-midi. D'accord. Son guide, Mélanie, une soigneuse. Elle va lui montrer les coulisses du parc animalier. On va se diriger vers les ours. Les ours, cette espèce qui a tendance à s'ennuyer ferme en captivité. Alors on va faire ce qu'on appelle un enrichissement. Le but de l'enrichissement, c'est d'améliorer les conditions de vie de l'animal en captivité et d'éviter l'ennui, la stéréotypie, c'est-à-dire l'occuper un maximum. Tout est prétexte à occuper les animaux. Ces troncs d'arbres, par exemple, sur lesquels ils peuvent grimper. Le repas est aussi l'occasion de les faire bouger un peu. Donc voilà ce qu'on a comme type d'enrichissement pour les ours à lunettes aujourd'hui. Dans la nature, les animaux passent la plupart de leur temps à chercher leur nourriture. En captivité, celle-ci arrive dans un seau et ils ne savent que faire de leur temps libre. Alors on va la cacher un peu, cette nourriture. Dans un bambou
ou dans une pomme de pin. Le but, c'est de fractionner les repas, de les donner de façon différente pour inciter leur curiosité et aussi pour les occuper beaucoup plus longtemps dans la journée. Il ne reste plus qu'à lancer tout ça aux quatre coins de l'enclos. Un peu plus tard, nouvelle expérience pour Julien, dans la cage où les fauves viennent passer la nuit. Et là, en termes de sécurité, du coup, on ferme toujours la porte derrière nous avant de faire autre manipulation. Voilà. On reste bien pour vous plaquer contre le mur. Pas question de plaisanter avec la sécurité. Les cadenas sont vérifiés un par un. L'animal qui rentre ici pour la nuit est un chasseur. Un lion de près de 200 kilos. Pour lui, pas d'enrichissement au menu. Il l'a déjà eu hier. Il faut varier les plaisirs. 2 ou 3 poulets. Pour aujourd'hui, ça suffira. Julien a beau être plaqué contre le mur, il est aux premières loges. La tonalité qu'ils ont dans leur rendement, c'est impressionnant. Et puis ils sont assez gros. Oui, ils sont gros. Ouais, on voit qu'ils sont massifs. Ça te fait quelle impression? J'ai encore moins envie de m'approcher. Je mettrai pas un doigt au barreau là, c'est sûr. Le zoo du XXIe siècle, ce n'est pas seulement celui qui se préoccupe de ses pensionnaires, c'est aussi celui qui ne les capture plus dans la nature et gère méticuleusement leur reproduction. Nous retrouvons Kitoya. Vous vous souvenez? Notre voyageuse. En tout, les parcs européens compteraient 800 girafes. L'année dernière, 76 ont déménagé. C'est la condition pour que l'espèce ne disparaisse pas rapidement de nos zoos. La girafe va bien? Oui, aucun problème. Nous précédons le convoi pour découvrir le zoo où Kitoya est attendu, à Amnéville, près de Metz. Alexis, le vétérinaire, a l'habitude de ces transferts d'animaux. Notre mâle éléphant vient de Tel Aviv. Les 2 jeunes girafes, donc l'une est tchèque, l'autre allemande, et le mâle est hollandais. Nos rhinocéros, certains viennent d'Angleterre, d'autres viennent d'Afrique du Sud. Si ces animaux font le tour du monde, c'est aussi pour éviter qu'ils ne se reproduisent avec des membres de leur famille. L'idée maîtresse, c'est de pouvoir maintenir en captivité une population génétiquement viable. Donc si vous commencez à reproduire les individus entre parents et enfants, au bout de 3 ou 4 générations, vous avez les animaux à 2 têtes. Enfin, j'exagère, mais donc c'est pas du tout l'objectif. Il faut à tout prix éviter la consanguinité. Pour cela, chaque animal est recensé sur une base de données européenne qui comprend sa généalogie. Voici par exemple la fiche de l'une des girafes d'Alexis. Quand je clique là-dessus, j'ai immédiatement la fiche du père qui s'ouvre. Pourquoi c'est important d'avoir les parents? Alors, les parents vont permettre d'avoir la généalogie, donc l'arbre généalogique va permettre de savoir précisément avec quel animal on peut accoupler l'animal considéré. Des zoos devenus très à cheval sur la génétique, quitte à créer la polémique. Copenhague, sa petite sirène, son port aux façades multicolores et son zoo aux méthodes radicales. Nous retrouvons Frank Schreifstetter, le militant de la cause animale. Il est ici pour dénoncer ces nouveaux zoos qui seraient obsédés par la génétique. L'animal le plus célèbre du zoo, il s'appelle Marius, oui. Mais il n'est plus ici. Non, il n'est plus ici parce qu'il a été abattu en février dernier. Et il était en bonne santé, cet animal? Ah, il était en parfaite santé, sauf qu'étant donné qu'ils ont considéré que son patrimoine génétique était pauvre, ils ont préféré l'éliminer que de le garder. En fait, Marius, 18 mois, était consanguin. Ses parents étaient de la même famille. Le zoo décide de l'abattre et prend une curieuse initiative. L'autopsie en public, à des fins pédagogiques, devant des enfants et devant la presse. Des images difficiles à supporter pour tous ceux qui ont eu une peluche Sophie la girafe, et même pour les autres.
L'émoi est considérable dans le monde entier, ce qui à l'époque étonne la direction du zoo. On a reçu des menaces. Ils ont dit qu'ils allaient brûler le zoo. Ils m'ont même menacé, moi et ma famille. Ils sont allés trop loin, c'est inacceptable. Aujourd'hui, la direction ne souhaite plus s'exprimer. Nous aimerions pourtant savoir comment elle justifie l'abattage d'une espèce protégée. Nous interrogeons en caméra cachée l'un des soigneurs des girafes. On sait que l'on a fait pour le mieux. Parce qu'il faut regarder cette question du point de vue de l'ensemble de la population des girafes. Nous aurions pu envoyer Marius ailleurs. Mais ces gènes posaient problème. On ne peut pas faire augmenter le cheptel comme cela parce que sur le long terme, nous risquerions d'avoir une population de girafes génétiquement tarée. Après l'autopsie, la carcasse du girafon a été donnée aux fauves. Ironie de l'histoire, ce lion a aussi été euthanasié, quelques semaines plus tard, ainsi qu'un autre adulte et 2 jeunes lions. Franck se pose la question, pourquoi le zoo ne les a-t-il pas éliminés juste après leur naissance ? Le public est demandeur d'avoir des bébés animaux, donc on leur fournit des bébés animaux en laissant des naissances se perpétrer. Donc que ce soit un girafon qu'on a gardé quand même pendant 1 an et demi pour le public avant de l'abattre, et les 2 lionceaux qui étaient là et qu'on a abattus pour en avoir des nouveaux. Des raisons commerciales selon Code Animal. Le zoo de Copenhague répond que les bébés sont importants pour le bien-être de la mère, à tel point qu'il refuse la contraception des animaux, une méthode pratiquée en France pour éviter ces euthanasies. Chaque année, jusqu'à 5000 animaux sont euthanasiés dans les zoos du continent. Tout se passe comme si les scientifiques avaient pris le contrôle des parcs animaliers, pour gérer les effectifs, mais pas seulement. Ils y mènent aussi des recherches pour améliorer la connaissance sur les espèces. La preuve à Planète Sauvage près de Nantes. Le bassin des dauphins se transforme régulièrement en éprouvette géante. Alors là, je vais enregistrer les sons, savoir si les dauphins sont en train d'émettre des vocalisations. Donc d'abord, ça va surtout intéresser les dauphins de voir l'hydrophone dans l'eau. Et puis petit à petit, ils vont se déshabituer, donc il faut que je reste un petit moment. Les recherches ont des bénéfices potentiels pour les animaux. On est capable d'en apprendre plus sur leur perception, jusqu'où ils voient, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre. Par exemple, pour les dauphins, les mailles de filet qu'ils peuvent détecter ou pas avec leur sonar pour empêcher qu'ils se prennent dedans. Les enregistrements effectués par Martin vont servir à 2 chercheurs de l'université de Rennes, qu'il reçoit dans son labo aujourd'hui. Leur équipe travaille sur le comportement des dauphins. C'est vraiment comme des sifflets, quoi. Mais ils restent globalement très silencieux. Cette collaboration a même donné lieu à des publications scientifiques internationales. Quand on a affaire à des dauphins que l'on étudie en pleine liberté, vous allez voir un aileron de temps en temps, un animal qui vient respirer à la surface, et pendant 20 minutes, il va disparaître et vous n'allez pas le voir. Donc si vous essayez de savoir comment cet animal se comporte, comment il vit en société, vous avez besoin d'avoir un accès visuel. Des parcs au service de la recherche pour mieux comprendre les animaux. On en oublierait presque que ces bassins sont avant tout un lieu de dressage et de spectacle. Et tout le monde s'y laisse prendre, même ce couple de vétérinaires venu faire découvrir le monde des dauphins à ses enfants. Moi, ce que j'aimais bien, c'est la communication entre les dresseurs et les dauphins. Tout ce qui est langue des signes, c'est vachement intéressant. Voilà. C'est majestueux, quoi. Ces animaux, ils sont tellement à l'aise dans l'eau, c'est incroyable, quoi. Ils sont énormes et ils font des sauts super hauts. Enfin, moi, je suis une vraie gamine, quoi. Et ça donne très envie de plonger. Le dressage, une pratique très décriée qui fait enrager les défenseurs des animaux. Saint-Jean-Cap-Ferrat, près de Nice.
Yuka, Sébastien et leur petite fille de 5 ans ont rendez-vous au bout de ce quai pour une sortie en mer. Et voilà le bateau. C'est l'association SOS Grand Bleu qui organise la balade. Eh ben, il est beau ce bateau. En route pour Pélagos, le sanctuaire de cétacés qui s'étend au large de la France. Près de 40 000 dauphins y auraient été recensés en liberté. Je pense que si on veut voir des lions, ce serait peut-être mieux de les voir dans la savane que de les voir dans un cirque. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est l'émotion qui se dégage de ces animaux dans leur milieu naturel est beaucoup plus forte que dans un zoo ou dans un parc zoologique. 58 € par adulte, 38 pour les enfants. C'est 2 à 3 fois plus cher que la sortie au zoo. Et en plus pour ce prix... Et non, nous ne sommes pas assurés d'en voir. Hein. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les organisateurs. Donc on verra bien. L'incertitude, le contraire du parc animalier. Et ce n'est pas par hasard, car Jean-Pierre, le directeur de l'association, ne porte pas vraiment les delphinariums dans son cœur. Surtout quand ils disent travailler pour le bien des dauphins. En delphinarium, toute recherche qui est faite est complètement caduque, puisque ce sont des dauphins qui sont en captivité, leurs comportements sont complètement différents que dans le milieu naturel. Donc c'est pour ça que les recherches scientifiques, c'est pour se donner bonne conscience, ou pour des raisons commerciales, pour dire voilà, on fait de la recherche, on amène notre petite étude pour la connaissance, alors que c'est complètement bidon, il faut le dire. Hein. Un discours qui ne surprend guère dans la bouche de quelqu'un qui milite pour les dauphins en liberté. Première alerte, au bout d'1 heure. Mais ce n'est qu'un tronc d'arbre. Et soudain, après 3 heures de navigation... Regarde comme ils sont beaux. Un des membres de l'association entreprend d'expliquer à la petite Kayla la différence entre ces animaux et ceux qui sont en parc aquatique. Là, t'as vu, tu les vois en liberté. Ils sont dans leur vraie maison. À Marineland, ils sont pas dans leur maison. Ils sont dans une toute petite piscine. C'est comme si toi, en fait, t'étais dans ta chambre toute ta vie. Est-ce que tu aimerais? Et qu'il y ait des gens qui te regardent. Ben voilà. Et ça, c'est quoi? C'est un dauphin. Un petit dauphin. Alors celui-là, il est en liberté ou il est en captivité? En liberté. L'association a réussi à faire passer son message simple. Les animaux, c'est mieux en liberté. Une idée que certains zoos reprennent à leur compte. Car aujourd'hui, ils vont jusqu'à relâcher leurs pensionnaires dans la nature. Direction l'Andalousie où nous retrouvons Pierre Gay, loin de son bioparc de Douai-la-Fontaine. Aujourd'hui, avec ses amis du zoo de Rérez, il va offrir la liberté à une douzaine d'ibis chauves. Ces animaux, ils sont nés en captivité. Ils sont nés en captivité. Ils vont quand même réussir à se débrouiller quand Oui, parce qu'ils n'ont pas été élevés à la main, ils ont été élevés avec leurs parents, même si c'est dans une cage de parc, donc ils ont un comportement naturel et normal. Disposer d'animaux génétiquement viables, c'est un des avantages des zoos. En cas d'extinction dans la nature, il est possible de réintroduire cette espèce à partir des spécimens nés en captivité. Ces ibis, cela fait près de 300 ans qu'ils avaient déserté le ciel andalou, où l'homme les avait trop chassés. Première étape, cette volière d'acclimatation où sont déjà passés 200 oiseaux. Ils vont rester 3 mois pour apprendre à connaître la montagne, la plage, les falaises qui sont le long de la mer ici. Et en fait, dès que les ibis sauvages qui sont en train d'élever maintenant aux alentours vont savoir qu'ils ont des compagnons ici, ils vont venir les visiter et comme ça leur permettra bien sûr de connaître eux-mêmes les oiseaux sauvages. Dans le monde, environ 6000 espèces seraient en danger critique d'extinction. Selon les associations de défense animale, seules 16 auraient fait l'objet de réintroduction grâce aux zoos, et pas toujours avec succès. Pierre Gay, lui, préfère insister sur les réussites. Il y a plus de projets qu'on le pense. Ils ne sont pas tous spectaculaires et ce sont souvent des espèces comme celle-ci qui sont des espèces discrètes et qui sont difficiles à vendre en termes de communication. Donc c'est peut-être ça. Mais moi, je vois peu de projets qui n'aient pas marché en fait. Après des débuts difficiles, le projet Ibis a pris son envol. L'équipe espagnole veut montrer à Pierre où sont allés s'installer les premiers pionniers relâchés.
Et en fait là il y a 2 couples qui nichent depuis cette année. L'an dernier a priori il y a un couple qui est venu et cette année il y a 2 couples qui nichent ici. Depuis quelques années, la loi française oblige les zoos à contribuer à des projets de conservation des espèces menacées. Ils nichent dans la fenêtre là-haut là. Incroyable. Douai-la-Fontaine par exemple y a consacré 200 000 € l'an dernier. Mais c'est un des bons élèves. En moyenne, les grands zoos français ne dépensent pas plus de 30 000 €. Pas question de retourner dans la nature pour Kitoya. Son horizon pour les prochaines années, c'est un autre zoo. Après 350 km, elle arrive enfin à Amnéville. Seul échange d'argent, le prix du transport, 1 200 €. L'animal est gratuit, c'est l'usage entre zoos. À la maison des girafes, Kitoya est très attendue. Par l'équipe, mais aussi par le grand mâle du zoo et par cette jeune femelle arrivée hier. Ici, Kitoya aura sans doute des petits. Elle fera peut-être l'objet de recherches scientifiques. Les soigneurs nous ont garanti qu'elle serait bien traitée et qu'on ne la tuerait pas pour des questions génétiques. En somme, une vie de girafe en captivité dans un zoo du XXIe siècle.